si vous voulez bien, peut-être l'occasion de vous poser là, tous nos intervenants de cette première partie de table ronde, la question de simulation, oui, parce que là, on voit bien hein, accélération des possibilités de data. Ce que disait Mario Di Palma, c'est qu'on a maintenant un océan globalement de données. Et l'autre côté, je dirais, nous, vu du côté de l'univers du travail, on a aussi une prise de conscience des enjeux autour de ces données. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec ce que vous faites, votre clinique de données, du côté de Stéphanie Alassonnière, ces simulations type jumeaux numériques, du côté idem Stéphanie Combe de ce que vous voyez monter, ou bien Mario Di Palma aussi de votre côté, extrapoler à l'univers de travail et en matière de santé de travail, qu'est-ce que ça pourrait donner, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Pierre-Antoine, vous voulez bien je vais bien commencer, mais je vais me référer exactement à ce que Stéphanie Combe pointait. Je vais me référer exactement à ce que Stéphanie Combe pointait du doigt, c'est-à-dire que pour pouvoir faire des jumeaux numériques, pour pouvoir faire des modélisations mathématiques, peuvent nous aider à prendre des meilleures décisions. Il faut des données. Et si ces données sont d'une part dans un CHU, d'autre part dans un établissement qui s'occupe du suivi des salariés, peut-être avant la survenue d'une maladie, ou bien des questions qui vont les suivre quand ils retournent au travail, eh bien, toutes aussi fortes que soient nos méthodes, eh bien, il faudra d'abord être capable de joindre ces sources de données, peut-être avant la pathologie, le traitement de la pathologie et le retour au travail, par exemple. Et ça n'est possible que si nous trouvons les interopérabilités, à la fois en termes de gouvernance et en termes techniques, qui permettent de faire ces travaux-là, toujours dans l'intérêt public. Je crois que c'est vraiment une notion auquel il faut sans cesse revenir. C'est pour ça qu'on a des comités d'éthique qui se prononcent sur les projets. Et puis, je crois que c'est important de le rappeler aussi, dans le respect de la confidentialité due aux patients, qui se prolonge peut-être même de manière encore plus forte dans le respect de la confidentialité qui est due aux salariés. Il y a quelque part un contrat tacite d'un patient qui se présente dans un établissement pour soigner sa pathologie. C'est ce qui nous permet d'analyser ces données pour évaluer les pratiques des services. Mais là, je crois qu'on doit redoubler de prudence, car ce patient, c'est aussi un citoyen et un travailleur. Merci, on voit bien effectivement ce que sont les vigilances là-dessus. Jérôme, tu nous diras si tu as envie de prendre la parole globalement là maintenant, peut-être. Et puis Stéphanie et Mario, pardon, Mario, vous aviez envie de parler, mais Jérôme est là patient depuis un petit moment. Donc voilà, toi avec à la fois ton regard, je dirais à la fois perso et puis CFDT cadre, donc salarié, et de regarder ce que sont les interrogations, les possibilités ou les craintes de ce côté-là. Donc, je vous remercie de me passer la parole maintenant parce que je voulais remonter justement sur la notion de contrat tacite. Je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire que si je me place du côté, moi, du monde qui est le mien, qui est le monde du travail, avec les salariés, alors que ce soit du public ou du privé, mais c'est vrai que le salarié que l'on a en face de nous, c'est à la fois un travailleur et à la fois un citoyen, avec une multitude de données, des données de santé qui sont collectées dans sa vie privée, mais aussi dans le monde professionnel, avec le médecin du travail. Des données sur lesquelles il a des fois un peu peur. Voilà, on a vous savez, dans une entreprise, c'est pas toujours facile d'avouer qu'on a une pathologie, on a toujours peur d'être vu comme quelqu'un d'affaibli, comme quelqu'un de diminué, etc. Il faut toujours être un top performer, donc c'est toujours très compliqué. On a beaucoup de mal, nous, à les faire, les faire parler sur leur maladie, etc. Alors, ce qui est intéressant, justement, sur leur pathologie, ce qui est intéressant, justement, ce que j'aime beaucoup depuis le début, en tout cas, c'est d'avoir ces projets de modélisation. Je pense qu'on a un gros travail à faire dans l'entreprise, hein, et c'est quelque chose, ça fait des années qu'on en parle, on a toujours autant de mal à le mettre en place, c'est la prévention. La prévention pose toujours problème, on est toujours dans le curatif, on est rarement dans la prévention. Et je vais dire, tout ce que j'entends aujourd'hui, ça confirme un peu ce que l'on pense, à savoir, la modélisation, la prévention, ça passe aussi par la collecte des données. Alors, on pourra parler un petit peu plus tard, je pense, dans la table ronde, de tout ce qu'il y a autour de la collecte des données, les sécurités, etc. Bon, j'entends beaucoup parler de la CNIL, etc., des choses importantes, voilà, on pourra en parler un peu plus tard. Mais déjà, je pense que la chose essentielle, c'est ça. C'est vraiment le contrat tacite, à savoir que aujourd'hui, en face de nous, on est obligé de prendre, nous, en tant que représentants du personnel, la personne dans sa globalité. Voilà, la personne dans sa globalité, que ce soit dans ses conditions de travail, mais dans ses conditions de vie.
Voilà, on fait tout un travail autour des salariés aidants. Ben voilà, on parle aussi de la maladie quand on parle des salariés aidants, etc. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire. Et je pense que, voilà, dans le respect en tout cas de la protection des données, etc., ben, de pouvoir faire la modélisation, ça permettrait aussi de travailler sur la prévention. Voilà ce que je pouvais dire déjà pour un premier... Oui, merci à toi, parce qu'effectivement, finalement, on est plus ou moins dans la cible, mais d'être à la fois salarié ou travailleur, parce que c'est quel que soit le statut, et patient en même temps. Et donc, je dirais que là, avec à la fois la détection précoce, mais ensuite l'ensemble finalement des maladies chroniques, visibles ou pas, ou autres, c'est une vraie question. Alors juste pour la petite histoire, pardon, là, de mettre un peu de citron sur l'huile, moi je me souviens d'avoir eu, il y a quelques années, hein, c'était il y a quelques années, des discussions complètement psychédéliques avec des DRH, j'allais dire, qui faisaient la chasse aux handicapés potentiels. Pour se déclarer handicapé, je dirais qu'à la fois, pardon, du truc trivial, mais c'était d'avoir le quota d'handicapés, voilà, et en même temps de pouvoir aussi les connaître, mais de l'autre côté, moi je me souviens, et sans recafeter autre très précisément, alors des gens qui avaient globalement des maladies lourdes, et notamment des cancers, et qui jamais ne l'auraient dit, jamais. Parce qu'effectivement, il y a à la fois le traitement, j'allais dire, social, collectif et quelquefois managérial qui est complètement là, mais il y a aussi une attitude globale de collègues qui n'est pas forcément simple. Alors voilà, donc peut-être Stéphanie, quelques mots là-dessus, et puis enfin, les deux Stéphanie d'ailleurs, parce que vous êtes pour nous vous vous affichez toutes les deux juste en parallèle. Stéphanie à la Saunière et puis Stéphanie Combe après. Donc Stéphanie à la Saunière, professeur, à vous. Alors moi je voulais juste rebondir sur un des commentaires dans le chat. Non, c'est vrai, un salarié n'est pas un patient. C'est tout à fait vrai, mais vous avez de plus en plus de moyens, par les montres connectées, vos téléphones portables, etc., d'avoir des sources de données pour lesquelles, des données de vie quand vous allez au travail et quand vous faites des efforts au travail, ou justement vous n'en faites pas, hein, je pense à des secrétaires qui restent 8 heures assises sur leur chaise, qui n'est pas du tout une chaise ergonomique et qui se retrouvent avec des problèmes de dos désastreux. Et en fait, ce genre de choses pourrait être anticipé par des mesures simples avec vos smartphones, de la marche, de la façon dont la personne évolue, en tout cas, dans sa marche. Donc ça, c'est un exemple type où on s'aperçoit de plus en plus que la marche devient inconfortable, difficile, asymétrique, etc. Donc le suivi longitudinal des données de n'importe qui peut être très vite intégré et on n'a pas besoin de regarder que les malades. Alors évidemment, tous les problèmes de collecte de données sur les smartphones, les montres connectées, etc., c'est un autre problème sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais on peut faire un jumeau numérique à partir de n'importe qui, même des gens sains, et surtout, l'idéal, ce serait d'avoir des gens sains, parce que justement, si on peut avoir des gens sains, on peut s'apercevoir que des gens qui dévient légèrement de la moyenne, eh bien, ont potentiellement quelque chose à regarder. Voilà. Merci. Merci de ça, on voit bien la question, et que la question de fond qui est celle de Jérôme aussi, c'est vraiment une question de confiance. Quand. En gros, d'abord c'est la même chose, si je m'inscris sur le machin Covid là, et la traçabilité, qu'est-ce qui se passe, et est-ce qu'on va me suivre, voilà, et est-ce qu'on va suivre tous les gens que je vois, moi ça peut peut-être me poser des questions, donc globalement question de confiance. Stéphanie Combe, à vous, votre réaction là-dessus, encore une fois sur parce que ce qui est un peu notre obsession, application à l'univers du travail, comment et quelles sont un peu aussi les conditions d'application et d'utilisation de tout ça, comment vous voyez ça? Oui, alors on avait parlé quand on s'était rencontrés, ça date un petit peu maintenant, mais je continue de penser que c'est une perspective intéressante, même si les travaux n'ont pas vraiment commencé, mais c'est le chaînage potentiel entre les données du dossier de la médecine du travail avec des données complémentaires, et j'imagine qu'il y aurait des cas d'application très intéressants, notamment en prévention. Vous m'aviez dit d'ailleurs que c'était un logiciel plutôt harmonisé, ce qui présenterait l'avantage de pouvoir faire des cas d'usage intéressants en ayant moins de problèmes d'interopérabilité, parce que souvent le souci, quand on va vouloir faire du multicentrique et réunir beaucoup de sources de données, ça va être de les rendre comparables.
Donc ça, c'est un cas d'usage qui n'a pas encore été mis en œuvre, mais qui reste, à mon sens, une perspective intéressante. C'est un peu la même idée que chaîner le DMP un jour avec les autres données de l'assurance maladie, les données pour faire de la recherche. Ce sont des perspectives à étudier encore à ce jour, mais qui semblent tout à fait réalistes à moyen terme, je pense. Ouais, merci de ça. C'est vrai qu'on voit, finalement, on se dit, il y a quand même, en gros, peu ou prou, 22 millions de gens qui sont au travail, entre les salariés du privé, les salariés du secteur public, les indépendants, les auto-entrepreneurs, les patrons aussi globalement de petites structures, et tous ces gens-là, dont on est d'ailleurs, sont suivis par leurs services, soit inter-entreprises de santé au travail, soit pour les plus grosses structures, mais c'est 1 million ou 2 millions de gens, donc par les services autonomes. Et je vois alors là, alors si je lui passe le micro, on ne pourra plus lui piquer, on pourra plus lui retirer. Ce que disait, pardon, Philippe Ginou, qui nous disait que les données recueillies dans la santé au travail sont confidentielles et effectivement appartiennent aux travailleurs. Donc je pense que ce qu'on fait aujourd'hui ici, ça participe un peu de ça, mais je dirais qu'il y a toute une pédagogie pour faire comprendre, enfin, pour essayer déjà de se comprendre soi-même, moi je parle de moi, mais en même temps de faire comprendre ces questions-là, les données, à qui elles appartiennent, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut avoir confiance là-dessus. C'est vrai que c'est un peu un débat sur lequel on s'est assis pendant longtemps, parce que c'est vrai que c'est pas simple, parce que tu disais vraiment pas simple, là je trouve, moi je salue, alors tout le monde n'est pas d'accord, mais moi je salue l'accord interprofessionnel qui a été passé donc là au mois de décembre, parce qu'enfin les salariés, les syndicats patronaux et les syndicats de salariés majoritairement se sont mis d'accord pour au moins regarder la question, et avec réalisme que sera la question de la relation entre, d'ailleurs, pas simple, entre médecine de ville et médecine du travail et les autres médecines, et donc derrière, et ce que sera l'interaction du dossier. Alors, ce que me disait mon président tout à l'heure, il y a loin de la coupe aux lèvres, et entre le moment où on légitime, si on peut dire, par un projet, par là une proposition de loi, ensuite une discussion ou autre, mais l'objectif il est aussi de faire mûrir les mentalités pour construire les conditions de confiance. En tout cas, je trouve qu'il y a un truc qui est bien acté, là, ce que tu disais tout à l'heure, Jérôme, c'est qu'il y a un truc que je trouve, moi, depuis qu'on a fondé le cercle, en gros, ça fait 14 ans, là, globalement, là, maintenant, et je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment bien percolé, et qu'il y a eu basculement, et là je crois qu'on ne reviendra pas là-dessus, c'est que la personne est une, et donc il n'est pas un salarié quand il rentre, quand il pousse la porte de sa boîte, et puis un Pékin familial quand il pousse la porte de sa maison, et ça c'est passé complètement, je crois que c'est vraiment très bien. Qui veut réagir? Je ne sais pas si vous êtes là toujours, Pierre-Antoine, et puis je crois que Mario Di Palma, je lui ai coupé la chic tout à l'heure indûment, donc après. Alors, je vais être très rapide, Monsieur Ginou, j'aurais été ravi de vous passer le micro pour qu'on puisse interagir. Je voulais mentionner peut-être 3 éléments par rapport à vos remarques que je vois dans le chat. C'est la fausse bonne idée qui consiste à dire que les données appartiennent aux patients. C'est-à-dire que vous transformez les... Et c'est une expression que nous... Donc c'est une bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée. Et je partage également l'erreur que nous avons pu faire nous-mêmes. Bonne intention que nous avons aussi, et c'est un type de langage qu'on a un peu quitté, de ne plus dire aux patients que ce sont ces données. Parce que cet abus de langage en fait un objet comme si c'était un objet matériel, et comme si on est propriétaire de sa voiture, de son appartement, on serait propriétaire de ces données. En fait, ce sont des données qui concernent le patient, et du fait qu'il est concerné par ces données, eh bien, il a des droits, et ces droits, nous les respectons évidemment. Quand ces données sont utilisées pour prendre une décision médicale, eh bien, on ne transige pas avec le secret médical, et je trouve même important de rappeler... Je réagissais sur l'expression qui a souvent été la nôtre, que de dire à nos patients, ce sont vos données. Et en fait, c'est une expression qui consacre une vision patrimonialisante des données. Comme si on était propriétaire des données, comme on est propriétaire de sa voiture, de son appartement, ou de n'importe quel bien matériel.
En réalité, je pense que c'est plus juste que de dire, et c'est juridiquement plus vrai également, de dire que ce sont des données qui vous concernent. Et parce qu'elles concernent le patient a des droits et on les respecte. Au panthéon de ces droits, il y a le droit au secret médical. Je vais même jusqu'à enseigner à nos étudiants en médecine que ce respect de la vie privée dans nos pratiques numériques, c'est finalement un prolongement du serment d'Hippocrate quand on dit « d'abord ne pas nuire, primum non nocere ». Donc voilà, ce sont des données qui les concernent, mais en fait elles concernent beaucoup d'autres acteurs, et y compris les soignants, qui sont aussi des travailleurs, et à travers lesquels on peut décrire les pratiques dans l'analyse de ces données. Donc vous voyez que la comparaison santé-travail, soignant, soigné, travailleur, patient, elle est d'autant plus intéressante. Et la dernière chose qui me semblait important de noter, c'est la notion d'anonymisation que l'on confond souvent avec de la pseudonymisation. La plupart du temps, nous ne pouvons manipuler que des données qui sont pseudonymisées, c'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de garantir que par croisement des données, Val nous dit que c'est un peu mieux, que par croisement des données, on pourrait réidentifier quelqu'un. Donc l'anonymisation profonde, elle est extrêmement difficile à obtenir. La CNIL est extrêmement claire là-dessus, même si je pense qu'à terme, grâce à des technologies d'anonymisation qui font appel à de l'intelligence artificielle, à de la simulation, nous n'aurons plus aucune justification pour faire courir un risque de réidentification. Alors je vais dire à un patient, à un travailleur, à un client, à un assuré, à un citoyen, pour le bien d'une analyse de données. Donc ça veut dire que le respect de la vie privée, le respect de la confidentialité dans les données, c'est vrai en santé, mais bien au-delà, prime sur, et grâce à la technique, on peut supprimer ce risque pour pouvoir analyser des données sans difficulté. Merci Pierre-Antoine. Des équations, des scores qui...